toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Sommet de l'élevage 2025, 34e édition. Nous sommes dans le hall 3, vous êtes nombreux autour à nous écouter, à nous regarder. Let's go, c'est l'émission, une émission spéciale Maroc. Le Maroc, je le rappelle, qui est l'invité d'honneur cette année avec un stand d'exposition de 170 mètres carrés, une délégation venue en masse, en meute. 200 Marocains sont ici cette année avec nous au programme des visites d'élevage, des échanges commerciaux et de bonnes pratiques, de nouveaux liens tissés et le renforcement des liens déjà existants qui existent entre nos deux beaux pays si proches. Et sur ce plateau avec moi, j'ai un très beau panel. Ces messieurs extrêmement conviviaux qui sont là avec nous pour nous parler des enjeux autour des filières qu'ils représentent. Nous avons monsieur Mostafa El Raouli, vous êtes président de l'Association nationale des producteurs de viande. Mostafa, vous êtes ici. Pardon, vous êtes le président des producteurs de viande rouge, c'est ça? Et vous êtes aussi éleveur, ça je m'en rappelle, éleveur dans la région de Casablanca. Et on y reviendra largement au cours de l'émission, mais je sais que vous avez un coup de cœur, voire un fantasme, disons les mots, sur la vache salaire. Avec nous également Abderrahmane Medjoubi. Alors je ne me trompe pas, cette fois-ci vous êtes vraiment en face de moi, vous êtes le président de l'ANOC, Association nationale d'éleveurs ovins et caprins. Et puis Mohamed Rita, directeur de Les Maroc. Je suis donc en excellente compagnie pour mieux comprendre la diversité et la richesse de ces filières et du monde de l'élevage dans votre pays. Et c'est une opportunité ici de partage avec vous. Pour nous, la France. Abderrahmane, je vais d'abord vous tendre le micro. Vous allez d'ailleurs le prendre puisqu'il est à votre portée. Donc vous allez nous parler de l'ANOC qui a 60 ans d'existence. Quelle race, quel type de cheptel vous encadrez avec l'ANOC? Bonjour, merci pour l'invitation. Bon, l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins, c'est une association qui a une soixantaine d'années d'existence. Et on encadre à peu près 16 races entre ovins et caprins. On pratique la sélection des races pures dans leur aire géographique. Donc on a à peu près 16 000 adhérents et on encadre presque 25% du cheptel national à hauteur de 4,5 millions de têtes entre ovins et caprins. Donc voilà, 25 millions, ça représente 4% du cheptel oui, national. 25% du cheptel national. 25%, pardon, 25% ouais. du cheptel national. Et quel partenariat avez-vous engagé avec la France? Oui, donc nous, on a travaillé sur notre cheptel, on a atteint des niveaux vraiment importants. Et avec les circonstances actuelles, avec le Covid-19 et la sécheresse qui était sur les 8 ans dernières. Donc là, on a commencé à calculer. Parce que là, avant, c'était les parcours, c'était un peu le coût de revient qui n'était pas important, mais on était obligé de refaire le calcul, parce que là, si on complète 365 jours, si on ne maximise pas le profit, là, Donc c'est là qu'on a pensé, bon déjà on a travaillé beaucoup avec nos amis français sur les parcours aux Alpes, l'alpage et tout, mais ces 2 années-là, on a commencé en janvier 2024 à penser à changer la technique d'élevage et la technique de sélection. Déjà, on a passé de la sélection, c'est-à-dire de la production un agneau sur une année pour une brebis, à 3 agnelages tous les 2 ans. Là, pour maximiser un peu Et on a passé à l'insémination artificielle ovine et caprine qui ne se pratiquait pas avant. Donc, c'est un vrai enjeu stratégique pour vous au Maroc. On est donc en partenariat avec l'association Rome Sélection et la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a visité l'an dernier le centre d'insémination de Fedatest, qui était important pour nous. Et on a passé directement à la vitesse maximale pour pratiquer l'insémination. Et vous voulez dire que c'est vraiment cette visite l'année dernière ici qui a été le détonateur? Oui. Donc normalement, on a commencé ça il y a 15 ans à penser à ça. Donc c'était une relation entre la région du Maroc oriental avec le Grand Est, c'est-à-dire avant c'était la région Champagne-Ardenne, et on a commencé la formation
mais on a pratiqué l'insémination ces 2 dernières années, c'est-à-dire depuis janvier 2024, et on a atteint presque des résultats extraordinaires, à 80% de réussite pour l'insémination chez les ovins, et c'est une première chez nous, et avec un taux de fertilité qui a dépassé les 150%. Donc avec le même cheptel, on va produire 150%, c'est-à-dire 50% de plus. Et là, c'est la stratégie. Sachant que chez vous, la viande ovine et caprine sont un peu les viandes reines, on peut le dire ainsi. Bon, là, les Marocains, ils mangent beaucoup d'ovins. Bon, le bovin, c'est en premier, mais l'ovin et caprin, c'est les fêtes, surtout la fête du sacrifice. Donc, on égorge à peu près 6 millions en une journée. Et dans les coutumes des citoyens marocains, c'est la viande ovine et caprine, là, elle a sa place. Alors, pour accompagner ces plats marocains, il y a la viande, mais voilà, il y a aussi d'autres mets, d'autres délicatesses marocaines. Et je crois que le maraîchage et la production maraîchère occupent aussi une place importante. Nous sommes allés sur place dans la région d'Ifrane. Et oui, nos équipes du sommet d'élevage se sont rendues là-bas. Regardez. Bonjour, je suis Madame Khadija Khadjo, la présidente de la coopérative féminine agricole As-Safa. La coopérative agricole As-Safa qui travaille dans la valorisation des plantes aromatiques et médicinales et les denrées alimentaires avec des femmes rurales de la commune de Tigrigra, province d'Ifrane. Comme vous voyez, c'est un champ qui est plein de herbes, plein de plantes aromatiques. Et on fait de culture, de la pépinière, et on fait de la pépinière des plantes aromatiques. Et aussi, on fait de la culture. Et puis, on fait la transformation de toutes sortes de plantes aromatiques, l'extraction des huiles essentielles et transformation des produits naturels, l'extrait. Et on fait aussi des couscous aromatisés aux plantes aromatiques et médicinales, couscous d'orge, couscous aux fruits de doum. Aussi, on fait de l'agrégation avec les petits agriculteurs et aussi les femmes de la montagne pour avoir plusieurs plans et pour une vraie durabilité, le développement durable. Moi, je suis née toujours dans la montagne. J'ai vu toujours ma mère travailler parce que j'ai toujours voyez, ma mère travaille dans les champs, travaille tout ça, elle travaille, mais il n'a pas un revenu. C'est pourquoi moi je suis une femme qui est née dans la montagne et c'est pourquoi j'ai travaillé avec les femmes pour les en pousser, pour les encourager, parce que si on travaille avec les femmes travaillent très 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 bien et on a fait l'investissement dans les femmes rurales et alhamdoulilah, il s'est très 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 bien passé parce qu'ils travaillent avec leur cœur. Aussi, ils aident leurs enfants pour qu'ils puissent à l'école, pour qu'ils aident à aller à l'école et tout ça. La femme, elle a un rôle très 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 important dans notre développement durable. Monsieur Mohamed Raïta, on vient d'écouter ce témoignage. Quel est le rôle, la place des femmes dans le modèle agricole marocain? Ok, nous sommes la fédération marocaine de la filière laitière. On regroupe les éleveurs et les usines. On va en parler tout à l'heure. Mais pour les femmes, on a misé sur les femmes rurales. On a une grande étable pépinière qui est pédagogique près de Casa. On a un internat, restaurant, etc. Il y a des femmes qui arrivent des montagnes de tout le monde, qui restent chez nous une semaine. Ils voient l'hygiène, ils voient beaucoup de choses pendant une semaine. Même s'ils sont illettrés, on a la manière de leur apprendre. Et en fin de semaine, on leur fait un grand tour à Casa, etc. Et lorsqu'ils retournent chez eux dans les douars, c'est comme s'ils étaient au sommet de l'élevage. Elles ont pris des choses incroyables, très contentes, et ça devient nos ambassadrices. Donc c'est ce qu'on fait avec un suivi. Donc on les détache des milieux agricoles pendant une semaine, mais ils apprennent beaucoup. Vous représentez donc la filière du lait. Quels sont les enjeux et les défis auxquels vous êtes confrontés au Maroc autour de la filière et la production laitière? Juste, si vous permettez, une petite présentation de la filière laitière au Maroc. Allez-y, faites-nous un petit exposé en 1 minute 20. 1 minute.
Alors, Maroc-Lait, donc c'est une fédération qui regroupe deux collèges, les éleveurs, qui sont 260 000 éleveurs chez nous, et les usines, qui représentent par une vingtaine, et on représente 85% de toute la filière marocaine. Donc, on emploie à peu près 450 000 personnes. Donc, la production nationale, pratiquement 2 milliards de litres. Voilà, donc c'est la filière. Pour revenir à votre question, les enjeux aujourd'hui, c'est une filière qui représente, comme j'ai dit, 450 000 personnes. On a 90% de nos membres, ils ont moins de 10 vaches. Donc ça veut dire que l'élevage, il permet de faire vivre et les éleveurs, leurs femmes, etc. Donc la trésorerie de lait, c'est chaque quinzaine. C'est pas comme les grandes cultures une fois par année. Donc c'est quelque chose de très important pour le Maroc. Alors on a passé ces 5 dernières années par des contraintes incroyables. On a commencé par le Covid avec des répercussions sur 3 ans, pas d'insémination donc pendant le Covid. Donc ça, une sécheresse prolongée de 7 ans. On a un problème d'arrêt d'importation de beaucoup de pays européens à cause de problèmes parfois sanitaires. Donc on est passé quand même par ce qu'on appelle une zone de turbulence. Et malgré ça, donc, avec la collaboration entre Maroc-Lait et notre ministère, ils ont subventionné des aliments composés parce que comme avec la sécheresse, on n'a pas d'aliments. Voilà, nos usines, on a augmenté le prix du lait de 30%. C'est quelque chose d'incroyable parce que sinon le cheptel allait partir. Et grâce à tout ça, en 2024, malgré que la sécheresse continue, on a repris 10% d'augmentation. Et si je peux en parler aussi en 2 secondes, hier on a exposé un film à nos collaborateurs, enfin à nos homologues français, sur qu'est-ce qu'on fait durant la sécheresse, la résilience. Et on a montré qu'on est en train de changer carrément allez-y, pardon. Non, parce qu'effectivement, enfin, vous êtes en train de vous adapter, sachant Absolument. que cette situation de sécheresse devient la norme. Absolument. Donc à Devient partir de là, il structurel. faut être dans un certain degré d'anticipation. Absolument. Et d'ailleurs, même nos amis français nous ont demandé à Paris et durant le sommet de partager avec eux cette expérience parce que malheureusement, la sécheresse elle est en train de toucher tout le monde. Et, Alors rapidement, et vous donc, avez peut-être oui. beaucoup à nous apprendre. Vous êtes à l'avant-poste, vous, sur la partie Absolument. nord du continent africain. Donc on a beaucoup à apprendre aussi ici en France de vos pratiques et de vos systèmes d'adaptation. Absolument. Donc hier, on a passé un film réel, c'est pas de la théorie. Ce qu'on a fait nos membres, il y a par exemple des membres qui pratiquent ce qu'on appelle la ration sèche. La ration sèche, c'est zéro donc fourrage sans eau et avec une augmentation des laits de 10%. Là, ça marche, on est presque à 25%. Donc on pratique le sorgho au lieu du maïs parce que le sorgho il est résistant à la sécheresse, plusieurs coupes. Il y a donc ce qu'on appelle le panicum. Donc là aussi, c'est pratiqué, donc il est très résistant. C'est à peu près 30% d'eau, enfin 70% moins que la luzerne. Et c'est les usines aussi, donc c'est le recyclage d'eau industrielle. Donc ça, c'est opérationnel. Dans une optimisation totale. Absolument. Monsieur Raouli, vous produisez autour de combien de tonnes de viande à l'année au Maroc, de viande rouge, hein? C'est une filière qui pèse, on peut le dire. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous et votre équipe, de cette invitation. Parlez bien dans le micro, collez-le sur le menton. Voilà. Ainsi que tous les organisateurs de ce magnifique salon, le sommet d'élevage, que nous sommes invités et nous sommes le pays qui était honoré. C'est nous qui sommes honorés, monsieur Raouli. Tout l'honneur est pour nous et pour vous. Et sachons bien que c'est pour la 2e fois qu'on est les invités d'honneur en France. Alors, donc, dans notre production annuelle au Maroc, on a il n'y a pas plus que de quelques années, on était presque à 450 000 tonnes. Aujourd'hui, on a dépassé les 750 000 tonnes sur une moyenne de 17 kilos de consommation par personne au Maroc. C'est une filière qui pèse, c'est ce que je disais. Quels sont les enjeux à venir ici, au sommet de l'élevage ? Qu'est-ce que vous attendez en venant, en prenant le temps de venir chez nous ?
C'est ce que j'ai constaté d'abord, c'est un lieu vivant, donc pour tisser des bonnes relations et un lien vital pour qu'on puisse collaborer et travailler tous ensemble et en même temps saisir une occasion pour avoir plus d'expérience aux éleveurs français et surtout je vois la région qui a plein de vaches et surtout les vaches, c'est la race qui produit de la viande et surtout la viande rouge et qu'ils ont une longue expérience et surtout au niveau de la race à viande. C'est pour cela qu'aujourd'hui on s'est déplacé à une délégation forte sur sa tête, monsieur le ministre de l'Agriculture marocain, qu'on le remercie, pour tisser, comment dirais-je, des relations durables et qui ont déjà une expérience au niveau de la production viande rouge. Et vous êtes vous-même éleveur dans la région de Casablanca, un cheptel de 1500 têtes, si je me souviens 1200 bien. têtes. 1200 têtes, Ouais. ça me fait quelque peu penser à un autre ranch qui s'appelle le ranch Adarouche, que nos équipes sont allées visiter. Bonjour, je suis docteur Fedwa Chourafi, je suis vétérinaire de formation. Je m'occupe du ranch à Darouche depuis 2009. C'est un ranch spécialisé dans l'élevage de la race Saint-Azur-Tridis. On a à peu près 3000 vaches qui vivent dans un écosystème naturel sur une superficie de 11 000 hectares. Ces dernières années étaient difficiles pour nous aussi. C'est pour tout le Maroc et nous aussi, on a souffert de l'impact de la sécheresse. On essaie le maximum de sauvegarder la race, de supporter les frais d'alimentation. On achète de l'aliment. Au niveau abreuvement aussi, on souffre encore. On a souffert, on souffre encore. On doit transporter de l'eau via des citernes, des camions de citernes pour abreuver 3000 vaches. C'est pas facile, mais on met tous nos efforts pour sauvegarder la race et pour sauvegarder ce ranch qui est le seul dans son genre au Maroc, et je pense que même dans l'Afrique on est les seuls à avoir cette race et ce type d'élevage. Pour les origines de la race Saint-Azur-Tridis, c'était dans les années 1900. Exactement en 1910, ils ont pu fabriquer un géniteur de la race Saint-Azur-Tridis et ils ont mélangé deux races, la race Zébu, Brahman, qui est une race d'origine indienne, je pense, et le Shorthorn anglais. Le ranch s'étale sur une superficie totale de 11 000 hectares à peu près, entièrement clôturée et séparée en paddock. On appelle une parcelle dédiée à l'élevage paddock et ça va de 300 hectares jusqu'à 1600 hectares. Les dimensions du 11 000 hectares, c'est 7 km de largeur sur 25 km de longueur. Monsieur Raouli, ce type d'élevage, 11 000 hectares, c'est le modèle dominant au Maroc ou c'est un peu exceptionnel ça? Je vais dire que c'est exceptionnel parce qu'ils contenaient plus que 12 000. Ils ont réduit leur cheptel à 3 000, donc sur une superficie de 11 000 hectares. Donc, via la sécheresse des 6 années successives. Et donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une diminution de presque de 70% de cheptel. 2026 sera l'année internationale du pastoralisme. Monsieur Abderrahmane Medjoubi, votre pays, le Maroc, c'est un pays de pastoralisme? Le Maroc, c'est un pays de pastoralisme par excellence. Parce que là, on a des millions d'hectares de parcours. C'est vrai, il y a la sécheresse qui a impacté négativement les parcours. Mais il y a beaucoup de travaux du sol qui sont actuellement, qui étaient avant. Moi, par exemple, en tant qu'éleveur, sélectionneur d'une race très rustique qui vit dans les parcours, moi j'ai vécu 30 ans avec les zootechniciens pour le travail du sol. Donc le Maroc a essayé de refaire ces parcours avec la plantation de quelques arbustes qui résistent à la sécheresse. Et pour moi, l'année prochaine, 2026, c'est une année où je vais me retrouver pour défendre les parcours, parce que là, il y a un grand problème, c'est l'envahissement de l'agriculture et de l'arboriculture au détriment des parcours. Conflit d'usage. Et partout au monde. Parce que là, en France, il y avait un festival du film qui s'organisait au Sept-Lô, à côté de Grenoble, qui regroupait
une vingtaine de pays de partout. Et c'est des pastoralistes, c'est des gens qui bénéficient. C'est-à-dire que le travail, c'est les parcours, c'est l'élevage, surtout des petits ruminants qui reposent sur l'élevage, sur les parcours. C'est absolument déterminant et on sent que l'année prochaine, vous allez monter au créneau. Oui. Alors, on va terminer par un coup de cœur. Mostafa Khaouli, la vache chalaire qui est l'objet de vos fantasmes. Qu'est-ce que vous lui trouvez à cette vache chalaire? Pourquoi elle vous émoustille tant? Alors, donc, d'abord, je veux remercier tous les éleveurs et surtout les éleveurs tous les éleveurs et d'abord en précision celui qui élève la Salers. La Salers, donc, c'est ma première vache donc, que j'ai réalisée, mon premier croisement et c'est mon cheval de bataille. Alors, donc, c'est cette race. Sur lequel qu'on a pu même pas faire des essais, mais sur lequel qu'on a obtenu des très bons résultats en croisant avec plusieurs races. Vous avez croisé la Salaire avec un peu tout le monde, hein? Avec tout le monde. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous sommes présents et j'invite tout éleveur qui veut mettre un géniteur à notre centre, sachant bien que notre association est un centre d'assimilation qui produit plus que 300 000 doses annuelles, sur lequel on a presque 126 circuits d'assimilation à travers tout le royaume du Maroc et à une centaine d'assimilateurs. Aujourd'hui, donc si on arrive à trouver un éleveur qui nous met, par exemple, un partenariat ou avec une souveraineté ou avec toutes ces conditions, de mettre quelques géniteurs sur lesquels on pourrait les collecter, en même temps, on mettra à la disposition un de nos éleveurs au Maroc pour qu'on puisse avoir plus de races Salers au Maroc. J'espère que tout le monde a bien entendu, c'est un appel officiel. Hein. Ouais. Et on imagine bien sûr la Salaire dans les majestueux décors marocains. Merci messieurs, merci à tous les trois de nous avoir honorés de votre présence, de vous avoir prêté à cet exercice également dans l'émission Let's Go. Je rappelle le Maroc qui occupe le stand le plus grand ici au sommet de l'élevage, 170 mètres carrés. Vous êtes l'invité d'honneur cette année. Merci encore. Nous sommes sur le plateau TV, toujours au hall 3 du sommet de l'élevage, la 34e édition ici à Cournon d'Auvergne et on se retrouve demain matin, même heure.